dimanches d'Asthma? Les dimanches d'Asthma, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en automne? Les dimanches d'Asthma, un magazine sans prétention. Des infos parlées, de la musique, des analyses de l'actualité, des accords, des désaccords. Oh, rien de bien prétentieux, c'est Asthma qui l'anime. Les dimanches, de 10 à 14 heures, votre rendez-vous chez vous sur le 14-10. Partager mes amis, espérer mes amis, n'arriver mes amis. Nous pas qu'on côté, nous sortir, nous pas qu'on côté, nous parler. Est-ce que nous connaissons côté nous y est? C'est belle des Antilles, c'est Haïti. Côté nèg mourir pour liberté. Nèg pas qu'à vivre à chaîne en pied. Pour le drapeau, pour la patrie. Ça qui partit, ça qui lié. Ça qui mourit, ça qui restait. Tout nèg d'Afrique, c'est nèg pays. L'union fait la force, fait mieux, c'est vrai. Qu'il est pour ça réaliser. Faut lever mes amis, faut camper mes amis, faut marcher mes amis, faut parler mes amis, faut songer mes amis, partager mes amis, espérer mes amis, n'arriver mes amis. Pour clair, au fond c'est faut réunir, mais dans la main nous qu'avancer, demain faut que tout bagaille changer. Avant la mort, gagner la vie. Et si nous c'est petit bon Dieu, faut que nous qu'à vivre avec fierté. J'aime c'est soleil, j'aime c'est la pluie. Devant la misère, faut que moi l'aider. Il est exactement midi et 8 minutes. Alors, vous êtes toujours à l'émission Les Dimanches d'Asthma. Et puis, aujourd'hui, on a le privilège de recevoir, dans le cadre de l'histoire des Noirs, je dis donc qu'on a le privilège de recevoir des élus, une sénatrice, autour de cette table ronde qu'on veut faire avec ce mois de l'histoire des Noirs. Je présente l'honorable Marie-Françoise Medji, sénatrice indépendante pour le Québec, division sénatoriale de Rougemont au Sénat du Canada. Bon dimanche, Madame la sénatrice. Bonjour, Madame Heurtelou, et bonjour à tous les auditeurs de CPAM. Bonjour à Monsieur Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, Parti libéral du Canada. Bon dimanche, Monsieur Dubourg. Bon dimanche à vous aussi, Madame Heurtelou, et un plaisir d'être avec vous. Bon dimanche à Madame Madouani Kakadé, députée de Bourassa-Sauvé, Parti libéral du Québec. Bon dimanche. Bon dimanche, Madame Heurtelou. Bon dimanche à tout le monde, à tous les auditeurs. Bon dimanche à Madame Dominique Olivier, conseillère de la ville. Rosemont Petite Patrie, présidente du comité exécutif Projet Montréal. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité. Bon dimanche à Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère municipale dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Ensemble Montréal. Bonjour Madame Heurtelou, bonjour à tous les auditeurs auditrices et particulièrement ceux et celles de Rivière-des-Prairies. Merci. Alors Nathalie, c'est la première fois que je t'entends dire bonjour Madame Heurtelou en entrevue.
La table J'ai ronde voulu faire fait- comme tout le monde. Ah, Respect, respect. ah, c'est respect ça. Bon, en tout cas. Bon dimanche à Monsieur Josué Corville, conseiller de ville, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Ensemble Montréal. Bonjour Madame Heurteloup. Oh, pourquoi je fais ça? C'est pas correct. Bon dimanche, Monsieur Corville. Bon dimanche Madame Heurteloup et bienvenue à tous les amis dans le meilleur arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension parce qu'on est chez nous. Oui, vous êtes en plein chez vous, mais je pense que tout le monde est chez soi, pour ne pas dire chez eux, comme on dit tout le monde chez eux, comme on dit au Québec. Hein? Alors, on en attend deux. Ben, il y en a un qui me surprend, par exemple, c'est M. Benjamin France, député de Viau, Parti libéral du Québec, et monsieur, Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement Montréal-Nord, district Ovide de Clermont de Ensemble Montréal. Alors, quand ils vont arriver, on va les recevoir, n'est-ce pas? Alors, bienvenue tout le monde à cette table ronde. Merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'ensemble, on puisse regarder comme personne avec un certain pouvoir, comme membre de cette communauté haïtienne noire et autour de ce mois de l'histoire des Noirs. Merci infiniment. Ça va nous permettre, et je vous ai mis une grosse responsabilité ce matin en disant que vous allez m'aider à faire un pas dans l'acceptation de ce mois de l'histoire des Noirs. Parce que moi, je l'ai toujours regardé un peu, pas toujours d'accord, parce que je me dis, mais pourquoi un mois de l'histoire des Noirs? Est-ce qu'il y a un mois de l'histoire enfin. Et en plus, c'est le mois le plus court. Le mois le plus court, je peux comprendre, en hommage à celui, Françoise et Sheila me l'ont rappelé la semaine dernière, qui était né au mois de février, je pense. Mais enfin. Alors, comme élu, ma toute première question, comme élu, est-ce pour vous, ou comme... Et, Monsieur Dubois, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous écoute. Parfait. Parce qu'étant donné que vous n'êtes pas en visuel, j'ai peur de vous oublier ou de vous perdre sans que je m'en rende compte. Alors, comme élu, comme personne ayant un certain pouvoir de faire avancer les choses, de faire changer les choses, comment vous vous positionnez par rapport à ce mois de l'histoire des Noirs? Qui veut commencer? Je peux commencer. Vas-y, Madoua. Oui, moi, je trouve que c'est important de le célébrer. Je trouve que le mois de l'histoire des Noirs, ça nous permet de cesser d'invisibiliser nos histoires passées, de cesser d'invisibiliser notre présent également à l'intérieur des sociétés occidentales, parce que, bon, évidemment, on le sait, ce n'est pas célébré qu'ici au Québec. C'est d'ailleurs... donc, l'origine du mois de l'histoire des Noirs était évidemment américaine. Mais je trouve que c'est important de le célébrer ici parce qu'on a un héritage afro-descendant qui date de plusieurs siècles au Québec et le mois de l'histoire des Noirs nous permet de nous remémorer tous ces accomplissements, nous permet de les mettre en valeur, de les faire passer de l'obscurité à la lumière, qui est le thème de la 32e édition du mois de l'histoire des Noirs cette année, mais également de normaliser notre présence ici. Je pense que par le passé, quand le mois de l'histoire des Noirs n'était pas nécessairement aussi présent sur toutes les plateformes, qu'il était tout simplement célébré à l'intérieur de nos communautés afro-descendantes. Son impact n'était pas aussi présent aujourd'hui. J'ai la chance, je pense qu'en fait, la génération qui nous succède a la chance de pouvoir célébrer ce mois-ci de façon très, très collégiale avec des communautés alliées, avec des gens qui ne sont pas afro-descendants, afin que tous ceux-ci également puissent prendre connaissance de ce legs-là des communautés noires ici au Québec. Ça donne
qu'on est aussi, on termine aussi les journées de la persévérance scolaire. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter quelques écoles de ma circonscription et je trouve magnifique de voir plusieurs affiches qui célèbrent le mois de l'histoire des Noirs, que ça fait partie de la programmation officielle à l'intérieur même de nos écoles et que tous les élèves, peu importe leurs origines, puissent prendre connaissance de cet héritage-là et que nos jeunes Noirs puissent également regarder fièrement ce passé et se dire, ben voilà, donc il existe plusieurs modèles. Oui, donc il y a une certaine histoire aussi, donc qui est plus difficile, mais en la regardant dans les yeux, en la regardant avec beaucoup de lucidité, ça leur permet de s'affirmer, d'affirmer leur différence à l'intérieur de la société québécoise et de la mettre en lumière et en valeur. La prochaine? Oui, Alors, sénatrice. pour compléter ce que Mme K vient de dire, je pourrais comme faire un petit résumé en disant que le mois de l'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada. Sauf que personne ne le sait. Ce n'est écrit dans aucun livre scolaire et aucun autre livre accessible aux jeunes, aux adultes et à tout le monde. Donc, finalement, on a l'air d'un petit groupe de Noirs qui fêtent, alors que c'est pas ça. Il faut que ce soit à l'intérieur du Canada. Donc, toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, de quelque origine ethnique qu'elles soient, devraient faire partie de la célébration du mois de l'histoire des Noirs. C'est comme notre histoire. Et tant que on nous appelle minorité visible, mais on est invisible dans les bonnes places où on devrait être. Donc, tant qu'on ne sera pas à ce stade-là, il faudra continuer à célébrer l'histoire des Noirs pour que les gens sachent qu'il y a eu des Noirs avant, il y en a eu qui ont fait des choses et qui ont fait partie de la construction du Canada lui-même. Parfait. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on le continue. D'accord. Madame Olivier? Oui. Oui, ben écoutez, je veux aussi joindre ma voix à celle de mes deux collègues. Effectivement, c'est très important de souligner le mois de l'histoire des Noirs. J'ai assez de cheveux blancs pour avoir été là lorsque la ville de Montréal a reconnu février, mois de l'histoire des Noirs en 1992 et pour avoir coordonné la table lors de la première édition en 1993. Et je vous dirais que pour moi, ce qui est important, c'est un peu dans l'esprit de ce proverbe autochtone qui dit qu'on ne connaîtra jamais le courage des caribous tant que leur histoire sera racontée par les chasseurs. Ben, le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'était d'abord et avant tout, il y a 30 ans, et encore aujourd'hui, l'occasion pour les gens des communautés noires de se raconter, de raconter leur histoire, de mettre en lumière, effectivement, et c'est le cas de le dire, beaucoup de héros. On peut penser, par exemple, à la personne peu connue, la personne qui a fait le plan de lumière, le premier plan de lumière d'électrification de Montréal, c'était une personne noire. Celle qui a inventé les transfusions sanguines, c'était une personne noire. Celle qui a contribué à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était une personne noire. Alors, c'est intéressant de pouvoir voir comment l'histoire des Noirs, à la fois dans les diasporas, en fait, dans les pays d'origine, et à la fois ici au Canada, est imbriquée. Et quand on se donne la peine de la raconter correctement, ben, on se rend compte que c'est effectivement une histoire qui est universelle. Parfait. Le prochain, Emmanuel, quand vous voulez intervenir, vous le Oui. dites. Là, il y a Avec- Corville. Il y a Corville, Nathalie, puis après, ça sera votre tour. Corville. Oui, moi je pense qu'il faut passer de... Attends, Corville, on va laisser Nathalie intervenir. Entre-temps, je vais... oui. Alors, Nathalie, vas-y. Alors, écoutez, je joins ma voix aussi à mes prédécesseurs pour noter une fois de plus l'importance quand même de célébrer ce mois-là, parce que c'est un moment d'arrêt où que collectivement on prend conscience de l'apport des communautés noires à l'édification du Canada, du Québec et de Montréal que nous connaissons actuellement. Et ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que oui, on prend connaissance, mais ça ne veut pas, on ne se limite pas simplement à ce mois-là. Là, c'est juste que pendant ce mois-là, on met les lumières, il y a des activités qui entourent cela, mais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on doit célébrer l'accomplissement des communautés noires
au Québec, au Montréal, au Canada que l'on connaît. Donc, pour moi, c'est important parce qu'il y a encore des inégalités, parce qu'il y a encore de la méconnaissance, parce qu'il y a encore du racisme, parce que on a besoin d'éduquer, de sensibiliser. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a la semaine de la fierté gay, il y a encore la Journée internationale de la femme. Donc, bref, nous ne sommes pas les seuls qui célébrons ou qui avons un mois en particulier, quelques jours d'une année pour mettre en lumière nos accomplissements. Monsieur Corville. Oui, donc je pense qu'il faut passer de la douleur à la fierté. Évidemment, donc dire que c'est très restrictif de consacrer un mois, le mois de février, mais on l'a et on doit en profiter. En profiter pour relater des faits historiques. Des faits historiques, la présence afrodescendante au Québec date de 400 ans environ. On n'est pas arrivé hier. Il y a certes des communautés noires qui font des choses extraordinaires, comme l'avait souligné Mme Olivier. On a des accomplissements peut-être individuels, mais je pense que l'heure est arrivée pour mettre ensemble ces mondes accomplissements pour pouvoir donc nous faire connaître par la société d'accueil et aussi pour permettre à nos jeunes, à nos enfants afrodescendants d'apprécier leur africanité et aussi de vivre sans pression et aussi sans aucune barrière, la fierté d'être afrodescendant. Parfait. Monsieur Dubourg, à vous. Ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, Madame Urtelou, vous avez bien compris que nous sommes tous unanimes pour dire que c'est important de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Je pense que en 2023, on ne devrait, enfin, je veux dire, moi personnellement, qu'on ne devrait plus se poser cette question-là. Est-ce que c'est important? Et on voit que au Canada, maintenant, il y a énormément de promotions pour le mois de l'histoire des Noirs à travers le pays. Mais en même temps, comme d'autres ont dit, c'est important aussi de faire sortir ça dans l'histoire, qu'on parle non seulement des Mathieu d'Acosta, mais aussi, comme Dominique a dit, de mettre en valeur des gens aujourd'hui là, qui font des choses extraordinaire. Et en terminant, j'ai eu à dire que c'est à cause de l'histoire, mais j'ai dit, tant qu'à moi, j'aurais choisi un autre mois que février, parce que c'est tellement froid. En plus qu'il fait froid, mais il est court. Oui, en effet. Alors, j'ai entendu plusieurs termes. Il y en a, on parle de normaliser notre présence, on parle de c'est la fête du Canada et on parle de racisme, on parle d'accomplissement individuel. Donc, c'est toutes ce sont tous des mots qui ont besoin d'être propulsés pour arriver à les faire atterrir et accepter par cette grande société canadienne. Normaliser notre présence, comment? Comment faire de ce mois de l'histoire des Noirs la fête du Canada tout entier et non que ça soit célébré uniquement par les Noirs? Oui, c'est sûr qu'il y a quelques non-noirs, quelques institutions du pays qui parlent de ce mois, mais on ne sent pas que c'est une fête, que c'est la fête du Canada. Le racisme existe encore au Québec, au Canada. Et les Noirs continuent à réaliser des accomplissements individuels qui, quant à moi, est une barrière à tout ce qu'on vient de dire, tant et aussi longtemps que cet accomplissement-là ne soit pas collectif. Comment vous voyez rendre ces mots-là effectifs à travers les différents
mois de l'histoire des Noirs qu'on aura à célébrer? Exemple, comment personnaliser normaliser notre présence au Canada si elle n'est pas encore normalisée, notre présence. Corville, vous voulez Oui, réagir? il y a de ces luttes qui durent toute une vie. Donc, dire que le racisme va disparaître, ben, c'est un leurre. C'est un combat de tous les jours. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même des réalités. Par exemple, quand on parle de la ville de Montréal, on a l'OCPM qui a fait ce document-là qui a souligné la présence du racisme à Montréal. Il y a des pas qui sont faits. Des pas, on a un commissaire, on a des choses tangibles. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en 2018, il y avait un seul directeur d'origine, en tout cas afro-descendant. Maintenant, on en a 3. Certes, on dirait donc c'est pas beaucoup, mais il faut continuer. Il faut continuer. Et normaliser notre présence, il y a dans notre société des gens qui ne comprennent pas. Et le racisme, donc pour moi, c'est une incompréhension. Travailler à ce que ces gens-là arrivent à comprendre. Donc à comprendre, je dirais que c'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas se leurrer. La lutte est là. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu dans une entrevue, on m'a dit, écoute, il n'y a pas de bibliothécaire noir, on ne pourrait pas vous prendre à la ville. Maintenant, la ville de Montréal a changé. C'est plus le cas. Je n'ai pas eu la chance de travailler comme bibliothécaire pour la ville de Montréal, dans d'autres villes, mais j'ai vu quand même qu'il y a des pas. Et c'est la multiplication de ces pas qui vont nous amener à rendre notre société plus tolérante, plus accueillante, et des choses qui sont anormales deviendront normales, dans le sens que j'espère un jour on aura un directeur d'arrondissement afrodescendant, etc., etc. Qui d'autre? Oui. Si on regarde parmi les objectifs du mois de l'histoire des Noirs, on pourrait dire conscientiser la population non afrodescendante à la richesse que notre présence constitue pour leur environnement et d'accepter de la célébrer avec nous. OK? Cependant, c'est comme les petits pas dont M. Corville vous a parlé, parce que ça commence depuis la maison. Parce que en célébrant l'histoire des Noirs, le petit va arriver chez lui, la petite va arriver chez elle, et va en parler à ses parents. On a célébré le mois de l'histoire des Noirs. Les parents vont se demander c'est quoi, et ils vont finalement être conscientisés par la présence dans l'école et dans la classe de plusieurs afrodescendants. Ça commence là. Et il y aura moins de mots et de choses malheureuses dites pour que l'enfant qui grandit puisse grandir avec une ouverture d'esprit. Ça, c'est ce qu'on prépare pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça, c'est une facette. Puis, dans d'autres facettes, c'est ce qui se fait à l'échelle un peu plus macro. Par exemple, je donne l'exemple, hier, dans notre rencontre, on avait la sénatrice Gerber, qui est une entrepreneure, et qui nous a rappelé que dans le caucus black des parlementaires, on a beaucoup de propositions qu'on a faites au gouvernement. L'une des propositions, c'est faites quelque chose pour les gens de la communauté noire qui ouvrent une entreprise et qui ont beaucoup de difficultés devant les banques, qui ne leur font pas confiance. Donc, c'est ceux qui, ou bien ils trouvent de la famille pour les soutenir, ou bien ils tombent. Ce qui est arrivé, à force de travailler là-dessus, c'est que nous avons actuellement un fonds qui a été ouvert et ça permet aux membres de la communauté noire de commencer à trouver des places pour apprendre comment gérer l'entreprise et pour pouvoir savoir comment se présenter devant une banque. Ça, je vous donne cet exemple-là parce qu'il vient d'arriver hier soir dans ma tête, mais il y a plein d'autres exemples qui peuvent se faire à différents niveaux. Et c'est à cause de tout ça qu'on finira. Mais c'est des pas qu'il faut faire. Ça ne va pas avec une baguette magique disparaître. Parfait. Madame Olivier. Écoutez, moi, je pense qu'il y a effectivement toute la question de l'exemple. On a tendance à beaucoup souligner les premiers. On dit c'est le premier député noir, c'est le premier conseiller noir, c'est la première
femme juge noire. Et moi, j'ai toujours pensé que ce qui était intéressant, c'était de voir comment on fait en sorte que les portes ne se referment pas derrière nous. Lors d'une belle activité hier, M. Dubourg nous a rappelé un peu l'histoire de la présence d'élus afrodescendants dans divers... à travers l'histoire, en fait, depuis 1964. Et c'est intéressant de voir que de temps en temps, on en a un, on en a deux, puis on recule, puis on avance, on en a un, on en a deux. Mais je pense que ce qui est important maintenant, et ça fait partie de ce qu'on doit célébrer, c'est que à la dernière élection, en 2021, on a atteint une espèce de point de bascule où on est dans les élus, on est une trentaine d'élus au Québec à être afrodescendants. Donc, c'est très intéressant. Et pour moi, c'est ça l'esprit dans lequel il faut travailler. Parfait. On fait la pause. Au retour, on reprend là où on arrête. Les dimanches d'Asma? Les dimanches d'Asma, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en automne? Les dimanches d'Asma? Un magazine sans prétention. Des infos parlées, de la musique, des analyses de l'actualité, des accords, des désaccords. Oh, rien de bien prétentieux, c'est Asma qui l'anime. Les dimanches, de 10 à 14 heures, votre rendez-vous chez vous sur le 14-10. Que ça passe vite, déjà, midi et 34 minutes. J'aurais dû bloquer 2 heures. Alors, on était avec Madame Olivier sur la question. Oui, bien sûr, je vous disais que... Donc, en fait, j'avais terminé, je pense. Je peux laisser la parole à un de mes collègues. Alors, oui, Madoua. Oui, je dirais, donc la question, donc avant la pause, donc c'est donc comment est-ce qu'on normalise notre présence? Et à mon sens, normaliser notre présence, ça signifie ne pas prêcher qu'à des convertis. Si on revient précisément sur la question du mois de l'histoire des Noirs, je pense qu'on a fait des pas extraordinaires en ce sens qu'on a une programmation, donc c'est-à-dire donc des budgets qui sont alloués aussi, donc avec ça donc un certain financement pour permettre aux communautés afrodescendantes de se célébrer et de faire rayonner nos héritages donc à l'extérieur, donc auprès des gens qui ne sont pas des membres des communautés afrodescendantes, justement pour créer ce vivre ensemble, justement pour normaliser cette présence. Mais là donc quand on parle du mois de l'histoire des Noirs, donc c'est circonscrit. Je pense que mes prédécesseurs l'ont mentionné aussi, donc normaliser cette présence, donc ça se fait à l'extérieur de ce cadre-là, en reconnaissant les iniquités systémiques et en agissant en ce sens. Normaliser notre présence, ça signifie prendre en compte les différences qui font partie de notre vécu, les reconnaître, les regarder dans les yeux, en fait, et plutôt que de tenter de répondre à nos besoins de façon uniforme là, avec donc des politiques mur à mur. Ça signifie donc prendre en compte les réalités des personnes noires à Montréal, au Québec, au Canada. Donc prendre en compte ces réalités-ci, ça signifie aussi donc réaliser donc des politiques qui prennent en compte ces différences. Hier, donc dans la fameuse rencontre dont que plusieurs ont évoqué, donc on a notamment évoqué l'analyse différenciée selon les sexes plus, l'ADS plus, qui justement donc à ce but-là de voir donc l'impact des politiques publiques sur les différentes communautés qui composent le tissu social de nos collectivités. Donc c'est ce que ça signifie normaliser notre présence, donc ne pas nécessairement nous absorber dans un tout, mais également donc nous célébrer et répondre à nos besoins de façon concrète parce qu'on reconnaît que ces différences-là sont tout à fait légitimes et que c'est ainsi qu'on crée une société beaucoup plus équitable pour tous et pour toutes. Parfait. Dubourg? Oui, avec grand plaisir. Écoutez, encore une fois, je les rejoins à votre micro. Mais la question de normaliser notre présence, et non seulement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je pense que c'est important la représentativité. Et quand on regarde, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs, je pense que à tous les paliers de gouvernement, il y a soit une motion ou bien une politique, une directive qui est déposée pour le mois de l'histoire des Noirs. Et donc, ça fait son bout de chemin. Et
quand on regarde autour de nous aussi, que ce soit à la télévision, les Canadiens de Montréal, les grandes entreprises, les cabinets d'avocats, de comptables agréés, tout le monde organise des activités pendant cette période-là parce que on est de plus en plus représentatif dans ces milieux-là. Et quand on est dans ces endroits-là, aux tables de décision, ben, ça nous permet d'influencer ces décisions-là. Parce que les gens qui nous entourent dans nos milieux ne savent pas toujours c'est quoi les défis que nous rencontrons. Donc, c'est important pour nous de faire valoir ces éléments-là. Et ça, à tout point de vue, hier, j'ai eu à parler de l'aide médicale à mourir. Est-ce que nous, les Noirs ou les Haïtiens, est-ce qu'on considère ça de la même façon avec nos mentalités, nos valeurs? Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être là d'une certaine façon pour influencer, que ce soit lors du tremblement de terre en Haïti en 2010, avec les demandeurs d'asile. Donc, chaque personnalité politique dans leur environnement est en mesure et joue effectivement ce rôle-là pour bien faire connaître nos réalités et des mesures sans faire de politique partisane à tout point de vue. Il y a des mesures qui sont prises, là, que ce soit, on a parlé de la présence trop importante des Noirs dans les prisons, on a parlé de racisme, on a parlé de tout ça. Donc, il y a des mesures qui sont en place. Ça ne veut pas dire qu'on a des résultats demain matin concrets sur le terrain, mais on voit l'impact. On sait qu'on s'en va dans la bonne direction et en ce sens-là, il faut continuer d'être présent aux tables de décision. Parfait. Nathalie, mais je vais revenir sur tous ces commentaires. Nathalie. Oui, comme je l'avais dit au départ, pour moi, c'est clair que le mois de l'histoire des Noirs n'est qu'un moment où on met davantage en lumière les réalisations des Noirs du passé, des Noirs actuels et des Noirs à venir. Donc, là, c'est pas une fin en soi. Donc, pour moi, c'est juste un moment où qu'on sensibilise, éduque, informe les gens sur ce que les Noirs ont fait, comment ils contribuent, et ce depuis longue date à la société actuelle que nous avons, à la collectivité que nous avons. Donc, pour moi, c'est pas un moment où que, comment dirais-je ça, parce que je vois qu'on utilise beaucoup le mot normaliser, puis je vous dirais que ça me heurte un peu, parce que normaliser, c'est rendre conforme à une norme, à quelque chose. Qu'est-ce que nous avons à rendre conforme? Nous sommes ce que nous sommes, des communautés avec une richesse extraordinaire, et nous avons contribué, comme la société d'accueil, comme toutes les autres communautés, à ce qu'est Montréal, ce qu'est le Québec, ce qu'est le Canada. Donc, pour moi, c'est clair que ce n'est qu'un moment, un petit clin d'œil, où que, bon, on met en lumière, on éduque, parce qu'en fait, il y a un déficit de connaissances sur les réalisations, sur l'apport des communautés noires à ce que notre collectivité est. Donc, c'est juste un moment où on va en parler un petit peu plus, mais pour moi, ça doit être 365 jours par année. T'sais? Mais une fois cela dit, nous ne sommes pas les seuls qui avons des mois ou des semaines ou des moments où on fait un time-out et puis on met un peu plus l'emphase, puis on convoque tous les gens à venir célébrer avec nous nos réalisations. Mais, comme je vous dis, ça devrait être tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le travail de l'éducation, c'est le travail de l'information, c'est le travail de vulgarisation et qui appartient à tout le monde, pas vrai? Et surtout à ceux qui ont la parole, à ceux qui ont le pouvoir d'eux. Maintenant, et je suis très heureuse, mais avant de dire que je suis très heureuse, chers auditeurs, je veux que vous sachiez qu'on a invité les élus d'origine haïtienne de la formation caquiste, entre autres monsieur le ministre Carman et la députée Dorismont Shirley. Monsieur Carman n'était pas disponible, mais Madame Dorismont n'a pas donné suite à notre invitation. Alors, c'est juste pour que vous sachiez qu'on a essayé de réunir tout le monde autour de la table, parce que pour moi, c'est un moment sans partisanerie.
c'est un moment qui concerne tous les Noirs et toute la société canadienne en général. Donc, pas de partisanerie. Ceci étant dit, moi, je pense que vous avez, et je parle à vous, vous avez ce privilège d'occuper des positions d'influence. J'entends Emmanuel Dubourg dire on a toujours été là pour influencer. On a parlé des entrepreneurs noirs, on a parlé du séisme en Haïti, on a parlé... Mais quand je parle d'éducation, de sensibilisation, pourquoi à chaque fois qu'un noir est nommé à une position stratégique, on trouve que il faut dire que c'est le premier noir, il faut dire que c'est la première noire, il faut... Pourquoi? Et c'est là que je rejoins un peu Nathalie en disant, nous devons, qui n'est pas tout à fait d'accord avec le fait que nous devons normaliser notre présence. C'est parce que c'est extraordinaire, c'est hors norme qu'un noir soit... une noire soit présidente du conseil exécutif, du comité exécutif de la ville de Montréal. Pourquoi? Oui, la communauté noire est très fière et doit être fière. Mais pourquoi quand on la nomme ou on nomme ce poste qui est occupé par un noir, il faut... On dirait que ce n'est pas dans l'ordre de la normale, et puis voilà, on a fait... Moi, c'est plus ça qui me dérange. C'est plus ça qui me dérange. Que la communauté noire soit fière, très fière. Moi, je suis très fière de Mme Olivier, très fière de la sénatrice, très fière de mes députés, très fière de mes conseillers. Mais ça, c'est moi en tant que membre de cette communauté noire. Mais pourquoi cette société à laquelle on appartient, tout comme n'importe quel autre membre de cette société, pourquoi est-ce qu'on est obligé de... Je ne sais pas si vous me saisissez, mais... Oui, M. Corville. Donc, je pense que c'est important dans un processus de ne pas fermer la porte. Quand on va de 1964 avec M. Monestime, premier maire noir du Canada... On est en 64. On est en 64, mais les portes se sont fermées. Il faut attendre en 2021 pour qu'on puisse avoir une mairesse noire. Donc, je pense que c'est important de souligner ces faits parce que cela apparaît comme... De toute façon, on est au sein d'une société et qu'on le veuille ou non, le fait qu'on apparaisse... Je vais rentrer un petit peu dans la linguistique, c'est anormal. Et il faut travailler pour que cela devienne normal. Donc, certes, Mme Olivier a brisé le plafond de verre comme la première femme afrodescendante à être présidente du comité exécutif. Désormais, il faut tenir les portes ouvertes afin qu'il puisse en avoir d'autres. Donc, moi, je pense que c'est important de souligner pour tenir la flamme allumée et pour tenir les portes ouvertes afin que ce qui nous est arrivé avec M. Monestime en 1964 n'arrive plus. Madame la sénatrice. Oui, je fais suite à ce que M. Corville vient de vous dire parce qu'au début, quand je suis arrivée au Canada, c'était en 1976, j'entendais beaucoup de jeunes dire, ben là, je ne suis pas représentée nulle part, je vois personne qui me ressemble à la télévision, je vois personne qui me ressemble même à l'école, au travail, ou bien je suis la seule noire dans ma classe. Vous comprenez? Donc, ça, là, je pense que c'est important de le souligner. C'est comme, justement, relater les petits pas qui se font. À un certain moment, on ne parlera plus c'est la 20e personne. On n'en parlera plus parce que ça deviendra comme normal. On a les mêmes chances que tout le monde. Mais pour le moment que c'est le premier, profitons-en d'attirer l'attention pour dire, justement, c'est maintenant qu'on a un premier dans telle position. Donc, travaillons fort pour qu'il n'y ait pas, après moi le déluge, qu'il faut qu'après, qu'il y en ait d'autres qui emboîtent le pas. C'est un peu ça l'idée
de souligner à chaque fois. À un certain moment, on n'en aura plus besoin. Et quand on n'en a plus besoin, c'est là que ça va être normal pour moi, à mon point de vue. Monsieur Dubourg. Oui, mais écoutez, tout à fait d'accord parce que il faut aussi comprendre, on est beaucoup à l'ère des médias sociaux, donc quand il y a une telle domination qui arrive, ça nous fait tous plaisir de voir un de nos frères ou une de nos sœurs être à ces endroits-là, mais auparavant, il fallait absolument aller fouiller sur Wikipédia pour trouver certaines informations. Josué Corville a parlé de Firmin Molestime, mais écoutez, si je verrais une photo de ce maire-là, je le reconnaîtrais même pas, voyez-vous. Donc, il faut y aller dans ce sens-là et encore une fois, faire en sorte là, que ça soit normal à l'avenir. Donc, on ne parle plus des deuxième, des troisième personnes, donc on va dire, voilà. Donc, il y a eu Jean-Alfred, donc on disait c'était, oui, le premier député noir au Québec, mais là, vous êtes d'accord avec moi qu'on dise, on a X nombre de députés noirs au Québec et au Canada. Donc, ce n'est plus une nouvelle maintenant. Et on va arriver vers ça. Donc, c'est tranquillement. Nous sommes quand même une immigration relativement jeune par rapport à d'autres groupes, mais je pense que ça va continuer. Mais je ne sais pas si l'immigration des Noirs est relativement jeune, Monsieur Dubourg, parce que je pense qu'on est à la 3e, sinon la 4e génération de cette immigration-là. Donc, ce n'est pas relativement jeune. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Je vais entendre Nathalie, puis on va pousser cette influence un petit peu plus loin. Nathalie. En fait, moi, je pense que ça va au-delà de vouloir souligner la première femme noire ou le premier homme noir ou quoi que ce soit. L'être humain, de façon générale, aime souligner les premières fois. Ça, c'est n'importe où. Valérie Plante a été la première femme mairesse de Montréal, on l'a dit, elle a brisé un plafond de verre. Il y a eu des premières femmes qui sont allées dans l'espace, on l'a dit. Donc, bref, les premières personnes, dès qu'on brise un plafond de verre, qu'on soit un homme, une femme ou quoi que ce soit, on a tendance à vouloir le souligner puis le dire tout bonnement. Alors, je pense que c'est comme ça, surtout dans nos communautés noires, puisqu'on sait qu'il y a des inégalités. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a une personne qui a réussi à se démarquer, qui a réussi à arriver à un niveau qui est une première, et au-delà de sa couleur, tu sais, une première, je pense qu'on souhaite pouvoir le souligner. Puis encore plus si on sait que qu'il y a aussi le facteur couleur. Parce que souvent, vous savez, nous sommes ici plus de femmes que d'hommes, mais on sait que être femme, souvent, tu sais, c'est un sexe qui souvent on regarde au niveau des affaires, au niveau de plusieurs sphères de la société où nous sommes sous-représentés par exemple sous les instances décisionnelles. Et en plus de ça, quand on est noir, donc on a encore c'est à double volet. Donc raison de plus lorsqu'on voit qu'il y a une femme noire qui arrive à un premier niveau. Donc, je pense que c'est important de le dire, de le souligner, mais une fois cela dit, il y en aura d'autres aussi. Mais il faut travailler pour qu'il y en ait d'autres. Et moi, je reviens avec le volet normal. Moi, je préfère mieux dire que c'est plus courant que normal. Parce que quand on dit normal, c'est qu'il y a de la normalité. Et je ne pense pas que c'est anormal. Tu sais, j'aime pas, en tout cas, moi, je l'ai dit, là, j'aime pas trop, mais dire que ce sera chose courante, bon, là, en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise d'en parler sur la forme, élément courant, de voir plein de Noirs qui réussissent dans toutes les sphères de la société. Voilà. Parfait, mais sauf que le mot normaliser n'est pas, en tout cas, quant à moi, n'est pas mal placé. N'est pas mal placé dans la mesure que pour une tranche de cette population, canadienne, québécoise, montréalaise, on n'est pas encore tout à fait normal. Notre présence n'est pas tout à fait normale. Alors, je disais que j'allais pousser un petit peu plus loin
ce pouvoir d'influence, ce pouvoir de faire connaître les difficultés de cette communauté noire. Et j'ai entendu parler des hommes d'affaires, des avocats, en tout cas des politiciens et tout. Mais est-ce que la sensibilisation est aussi faite pour les monsieur et madame tout le monde? Quand vous avez des représentations à faire, est-ce que ça touche les monsieur et madame tout le monde, ceux qui travaillent dans les manufactures, ceux qui n'est pas tout à fait reconnus par cette société-là, ceux qu'on regarde d'en haut, ceux, exemple, qui habitent dans Montréal-Nord, soit quoique ça tend à changer à Montréal-Nord. Mais est-ce que tout le monde faisant partie de cette communauté noire est inclus dans vos représentations comme étant des personnes d'influence? Compliqué, difficile, pas... Allez-y, Monsieur Dubourg, qui veut... Ben, écoutez, merci pour me permettre de prendre la parole. Moi, je vous dis que nécessairement, tout le monde est inclus. Tout dépendant des dossiers sur lesquels on se penche, mais on ne peut pas faire allusion à une personne ou deux personnes en particulier. Si on reçoit un dossier à nos bureaux, une personne qui a une difficulté particulière, c'est notre devoir d'accompagner cette personne-là. Mais autrement, quand on établit des politiques publiques, le mot le dit, c'est pour tout le monde. Et indépendamment que ces personnes-là se trouvent à Montréal-Nord, à Chicoutimi ou bien en Alberta. Donc, c'est notre devoir de législateur d'accompagner la société, d'accompagner nos commettants. Madoua. À cette question, je répondrai par l'affirmative. Oui, absolument. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de représenter tout le monde, de représenter l'ensemble des électeurs, des électrices, quel que soit leur statut, quel que soit le rôle qu'ils et elles occupent dans la société dans son ensemble. Un peu plus tôt, donc et M. Dubourg donc, vient de le réinvoquer, donc on parle donc de politique publique. Je pense que nos communautés, nous regardent comme élus, nous octroient cette responsabilité-là et nous disent, oui, donc peu importe le rôle que nous occupons, nous contribuons à cette société. Je pense que parfois, quand on parle d'excellence, donc on parle beaucoup donc, de l'excellence noire, cette excellence, donc on la voit, donc on la personnifie dans certains échelons particuliers, notamment par les premières fois avec la question précédente, ou par ailleurs, donc j'abonde dans le même sens que mes collègues, que c'est important de souligner ces premières fois pour offrir des modèles à une future génération, pour ouvrir des portes, mais également pour montrer donc à tous ces parents, ces monsieur, madame, tout le monde, donc toutes ces personnes-là qui, justement, accompagnent cette prochaine génération, oui, de leur montrer ce qui est possible, mais également de leur montrer que lorsqu'ils élisent des gens qui leur ressemblent, l'objectif, c'est qu'ils puissent représenter le plus grand nombre. L'objectif, c'est qu'ils puissent développer des politiques publiques qui soient adaptées aux réalités du plus grand nombre et qui les prennent en compte de façon impérative là, dans chacune de leurs décisions. Madame Olivier. Mais je pense que là-dessus, nos députés ont parfaitement raison. Et quand vous me dites ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est notre premier, M. Alfred. Je vous rappellerai quand même que Jean-Alfred a été élu en banlieue de Gatineau, à un endroit où il n'y avait pas de Noirs, à ma connaissance, à part lui. Tout à fait. Donc, quelque part, et je me souviens, parce qu'il avait battu en investiture à ce moment-là, Sylvain Simard, qui va devenir un ministre important et influent de plusieurs gouvernements péquistes par la suite. Mais il a parlé à des agriculteurs qui se sont reconnus en lui. Alors moi, je pense que oui, on a toujours... on a des identités multiples. Je suis une femme, je suis noire, j'ai vécu une certaine expérience, je suis mère et ainsi de suite. Mais à un moment, il faut qu'on soit aussi capable que au-delà de ce qui fait notre spécificité, que l'ensemble de la population se reconnaisse en nous. Et c'est ça que je trouve intéressant dans
dans la conjoncture politique qu'on vit à l'heure actuelle, c'est que oui, il y a des endroits où tu as des grandes majorités, et c'est intéressant parce que ça fait dire aux jeunes noirs, ben tiens, moi aussi je peux être Dominique Anglade, moi aussi je peux être Madoua, moi aussi je peux être Josué, et ainsi de suite. Et on se retrouve également dans des endroits où finalement on n'est pas la majorité, mais les gens disent, on n'a plus de choses en commun, et on lui fait confiance pour reconnaître nos besoins, pour parler, pour notre voix. Donc, en ce sens-là, moi, je trouve que c'est une diversité qui est certainement un plus pour l'ensemble de la société. Oui, Nathalie, rapidement. Oui, lorsqu'on va en politique, on va pour le bien du plus grand nombre. Donc, cela sous-entend qu'on doit toujours se baser sur les plus vulnérables aussi de la société, parce que la force d'une communauté, d'une collectivité, d'une société, c'est toujours son maillon le plus faible. Alors, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'en tout cas, moi, j'en aurais beaucoup encore à vous demander. Mais le temps nous fait la guerre et puis on est arrivé à la fin de cette table ronde que j'ai adorée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sens... Emmanuel, est-ce que vous m'entendez? Parce que je sens que j'ai eu autour de cette table des personnes qui ont parlé avec leur cœur. Des personnes qui nous ont présenté leurs objectifs en tant que membres de cette société, mais spécialement en tant que membres de cette communauté haïtienne. Et moi, je vous dis merci, et je crois que l'auditoire a été édifié de par votre présence, de par cette discussion où on n'a pas parlé de politique, on n'a pas fait de partisanerie, on a parlé de quelque chose qui nous concerne, mais vraiment, quelque chose qui nous rassemble. Et je pense que vous l'avez bien rendu à notre auditoire. Je suis tellement fière de vous. Merci, Madame Olivier. Merci, Madame Olivier. Merci, Nathalie. Merci, Josué. Merci, Madoua. Merci, Madame la sénatrice. Et merci, Monsieur Dubourg. Avec grand plaisir. Merci. Salutations à tous mes collègues. Je pense que c'est un exercice qu'il faut répéter, ne serait-ce qu'une fois par année, pour que les gens savent et sentent que vous êtes là, mais vraiment là pour eux. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Merci pour votre bon travail. Bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Alors, chers auditeurs, on fait la pause commerciale. De l'autre côté, ça va être la suite et fin de cette édition. Une édition du 19 février 2023 que j'affectionne particulièrement. À tout à l'heure.